Bonjour et bienvenue à tout le monde dans cet espace d'échange et de rencontre dédié au stockage alimentaire à une échelle territoriale. Alors, il va y avoir quelques petites règles du jeu, et je vais commencer par ça. Vos micros sont coupés pour le moment. C'est normal, c'est volontaire, c'est pour que vous puissiez apprécier les échanges pour le moment. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Charlène, ma collègue, va les synthétiser et on aura un moment donné à la fin où toutes ces questions seront posées aux intervenantes du jour. Pour le contexte de cette série de 3 épisodes, juste pour vous dire qu'elle ne vient pas de nulle part. Elle se situe vraiment à la confluence de plusieurs grands mouvements, on va les appeler comme ça, au sein de notre scope, la scope Terralim. Première chose, c'est la thèse réalisée par Dorian, qui sera une des 2 intervenantes aujourd'hui, qui conduit une thèse CIFRE au sein de Terralim sur ces questions de stockage, notamment à une échelle domestique. Ensuite, le projet de recherche-action Atlas 2, qui a permis d'étudier les conséquences de la crise sanitaire sur des territoires pilotes, mais également de s'inspirer de l'étranger sur ces questions de stratégie de sécurisation des approvisionnements. Et enfin, nos accompagnements de territoire qui ont prouvé au fil des années qu'il y avait un déficit de ces questions et de ces prises en compte de risques de rupture dans les stratégies et actions déployées, qui sont pourtant nombreuses à travers le territoire français. Donc face à ce triple constat, en équipe, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit que le premier niveau, c'était peut-être de se retrouver pour échanger, nous, où on en était sur le sujet et s'inspirer de vous, où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez en dire et comment on peut collectivement réfléchir à la suite. On a eu un premier témoin positif de l'attrait de ce sujet, c'est qu'il y a eu plus de 120 personnes inscrites et sur les liens d'inscription qu'on a envoyés. Donc là, pour l'instant, on est 30, mais il y avait quand même 120 personnes qui se sont dites intéressées par ce sujet, avec, au-delà du nombre, une grande diversité de profils. On a eu des collectivités, des régions, des DRAF, des entreprises, des représentants de structures de conseil, des associations, des acteurs de la recherche, des personnes qui viennent d'autres pays, la Belgique et le Canada, pour ne pas les citer, des représentants du monde agricole, avec les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles, des établissements agricoles également, établissements de santé, conseillers européens, journalistes et citoyens. Donc, juste pour vous montrer très rapidement le panel de personnes qui se sont dites intéressées par ce sujet-là. Et l'objectif aujourd'hui, dans ce premier épisode, ça va être un peu de cadrer le sujet du stockage en ayant une idée de quoi on parle à travers l'histoire à une échelle européenne, en accueillant 2 témoignages, 2 interventions. Tout d'abord, Amélie Carrère, qui est toute jeune doctorante au sein du Centre de recherche et d'études en politique internationale à l'Université libre de Bruxelles et qui va réaliser des recherches sur les différentes stratégies en matière de sécurisation des approvisionnements alimentaires de la France et de l'Allemagne depuis la guerre froide. C'était une phrase très longue. Et Dorian Guénoc, qui est donc doctorante au sein de Terralim et au sein des laboratoires Droit et Changement Social à Nantes et Espace et Société à Rennes, et qui, elle, fait une thèse sur le stockage comme ressource pour la résilience alimentaire territoriale à travers une analyse multiniveau. Mesdames, Dorian, Amélie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Victor. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord commencer cette intervention par un petit rappel, un rôle un peu sur le rôle historique du stockage. Donc, voilà, on l'a vu, les stocks existent, c'est un vaste sujet. Les stocks existent depuis la préhistoire, depuis les premières sociétés. Et c'est vraiment à partir de l'Antiquité que garantir l'approvisionnement des populations, ça devient un objectif politique, donc une priorité majeure des dirigeants, donc c'est-à-dire une manière d'assurer la stabilité politique et de garantir la paix sociale. Et donc le stockage avait une place très importante dans l'histoire, comme l'illustre l'importance des greniers à grains, donc par exemple les greniers à grains de l'Égypte ancienne ou les greniers impériaux en Chine. Plus tard, au Moyen Âge, l'approvisionnement des villes, c'est aussi quelque chose qui était stratégique et qui était assuré par les maires, avec la mise en place de stocks publics dans les communes, par exemple. Et en France, à partir du XVIe, XVIIe siècle, des réserves granaires d'État sont constituées
voilà, sur le modèle des réserves de l'armée. Donc voilà, plusieurs différents exemples ici que j'ai cités rapidement. Pour autant, il y a très peu de travaux qui existent sur la manière dont étaient gérées ces réserves, leur rôle comme instrument en cas de disette, de pénurie touchant la population. Mais ce qui est intéressant à retenir, donc pour introduire notre sujet, c'est vraiment le rôle central des régimes et plus tard des États pour garantir la sécurité alimentaire des armées, de la population, et notamment en période de guerre ou de mauvaise récolte, avec donc un rôle majeur des réserves, du stockage. Donc voilà, on l'a vu, importance stratégique des stocks au cours de l'histoire, mais on voit qu'il y a une transition qui s'est opérée au cours du XXe siècle, avec une première partie, voilà, une première période de conflit, de tensions sur les approvisionnements, où le stockage était stratégique, et ensuite un tournant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le passage vers une société d'abondance et les stocks vont se voir attribuer voilà, d'autres fonctions, dont on va parler un petit peu plus en détail après. Mais en tout cas, lors des deux guerres mondiales, bah, les réserves avaient une fonction vraiment de sécurité alimentaire, donc visait à assurer l'approvisionnement des armées, mais aussi de la population. Et l'alimentation, de manière générale, a énormément pesé dans l'issue des conflits. On peut citer par exemple le blocus britannique de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. De manière plus générale, les États vaincus, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, ont été fortement impactés par des situations de crise alimentaire, des pénuries. Et au contraire, les États comme le Royaume-Uni, la France, ont pu s'appuyer, alors évidemment, sur leur importation des empires pour le Royaume-Uni, des colonies, de leur production nationale, qui était quand même plus importante que d'autres États, mais aussi des réserves stratégiques qui ont justement été mis en place et approvisionnées. Euh, ces réserves-là, évidemment, n'excluent pas les difficultés d'approvisionnement et les situations de pénurie, n'est-ce pas? En France, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, un rationnement est mis en place en 1940 avec un ministère voilà, dédié. Et c'est intéressant aussi de citer le rôle qu'a pu avoir justement sous le régime de Vichy, cette question de l'approvisionnement alimentaire, à quel point il y avait un rôle vraiment éminemment politique, c'était vraiment une priorité du gouvernement. Voilà, donc encore une fois, l'État avait un rôle central. Ensuite, la fin de la guerre, bah, ça ne coïncide pas forcément avec la fin des difficultés d'approvisionnement, hein, puisque le territoire reste encore forcément désorganisé, etc., avec une baisse de la production. Mais on voit qu'il y a une transition qui s'opère progressivement à la sortie de la guerre, puisque la production de blé augmente de manière significative, pardon, en France comme dans le monde, donc liée à la mécanisation, recours aux fertilisants, sélection des semences, la concentration des fermes, etc. C'est une transition qui est facilitée par des grands plans de modernisation d'après-guerre, comme le plan Monet en France en 1946, et qui est majoritairement financé par les États-Unis, notamment avec le plan Marshall, donc cette aide financière qui est venue des États-Unis, qui a permis d'acheter des machines, du matériel agricole américain, d'importer aussi des produits alimentaires. Donc voilà, ce qui est cette fin, on va dire, un petit peu de cette situation de pénurie, elle peut être symbolisée par la fin du rationnement en France en 1949. Cette transition, elle est aussi accompagnée par des politiques économiques et commerciales qui valorisent le libre-échange, avec la signature des accords sur les tarifs douaniers en 1944, le traité de Rome en 1957, un peu une date clé qui va marquer qui pose les bases de la future politique agricole commune, la PAC. Et donc, voilà, 53-61, la production céréalière française devient excédentaire. Et donc, cette période-là, un peu d'après-guerre, elle coïncide avec la période en France qu'on appelle les 30 Glorieuses. Donc, et puis l'ouverture des premiers supermarchés en France en 58. Donc, vraiment un passage à une société plus d'abondance de consommation. Et on va voir que le stockage en Europe dans cette période-là, il n'a pas disparu pour autant, même si comment dire, même si l'approvisionnement de la population paraît assuré et les pénuries voilà, écartées, mais il s'est vu assigner voilà, d'autres fonctions sur lesquelles Dorian va revenir. Merci, Amélie. Et donc, effectivement, après, ce retour historique sur la période de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on vous propose, c'est de présenter un peu plus, en détail la manière dont est, traité le stockage, au sein de la PAC, donc à partir de 1962. Et donc, il nous semble important de préciser que lors de sa création, en réalité, la PAC s'établit sur une philosophie qui est, opposée, à celle que nous connaissons aujourd'hui ou tout du moins, assez contrastée. Donc en fait, historiquement, la PAC, elle est guidée par la reconnaissance de ce que l'on appelle un exceptionnalisme agricole et met en œuvre un système interventionniste qui est conçu pour privilégier en premier lieu les intérêts des agriculteurs, notamment des agriculteurs européens, et puis stabiliser les prix des produits agricoles. Et donc c'est cette politique d'intervention qui est mise en place donc à partir du début des années 60 qui conduit
à une surproduction au niveau de l'Europe et puis à un investissement quasiment sans limite des outils d'intervention, dont les stocks de régulation ou l'aide au stockage privé, justement pour gérer cette surproduction. Et donc, ça a conduit à ce qu'on a appelé les montagnes de beurre, les rivières de lait, et qu'on qualifie parfois de traumatisme européen, justement, cette intervention presque sans limite. Et donc, ce sont des politiques qui ne sont progressivement plus tenables, notamment dans un contexte d'agrandissement de la communauté économique européenne. Et donc, la PAC va se réformer. Et donc, sans rentrer tout de suite dans des réformes structurelles majeures, la PAC fera l'objet d'une série d'ajustements jusqu'en 1992, justement pour réduire ses dépenses d'intervention. Donc c'est à partir de ce moment-là, notamment à travers des quotas laitiers, donc il y a des quotas laitiers qui seront mis en place à partir de 1984 justement pour limiter cette intervention. Et donc, progressivement, l'Union européenne rentre dans un nouveau paradigme, qui repose sur plutôt une politique de marché et fait évoluer les règles de la PAC pour qu'elles soient compatibles avec celles de l'OMC qui est alors en cours de création. Et donc, à ce moment-là, l'Union européenne est poussée par, des partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, qui dénoncent, des distorsions de concurrence, mais aussi par d'autres mouvements comme, ce qu'on appelait les tiers-mondistes, qui mettent en cause le dumping à l'exportation ou, des mouvements écologistes, qui militent à cette époque, contre l'intensification des productions et tout ça dans un contexte de crise sanitaire, notamment de la crise de la vache folle. Et donc, la politique d'intervention va être maintenue encore, pendant quelques décennies et même encore aujourd'hui, mais de manière très limitée, sous forme de filets de sécurité qui se déclenchent, dans des situations d'urgence. Et donc même si les stocks d'intervention existent toujours aujourd'hui, ça ne se fait plus que dans des conditions très limitées. Voilà, donc Dorian est revenue un petit peu à parler un petit peu de l'échelle de l'Union européenne, justement de cette ouverture des marchés et à montrer un petit peu les différentes problématiques, les différents objectifs qu'il pouvait y avoir. Mais en tout cas, il y a d'autres pays en Europe qui ont développé et maintenu du stockage stratégique, donc stockage justement en cas de crise, en cas de rupture des approvisionnements alimentaires. Donc, ce qui nous intéresse dans cet épisode aujourd'hui, c'est notamment le cas de la Finlande, de l'Allemagne et de la Suisse. Donc, il y a d'autres États en Europe, ce n'est pas les seuls, mais ceux-là, ils sont souvent cités en exemple et c'est intéressant de revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc à partir du milieu du XXe siècle, pour la Suisse et la Finlande, leur stratégie, elle date à peu près de la fin des années 50, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et l'Allemagne, c'est une stratégie qui a été développée dans les années 60, donc là plutôt dans un contexte de guerre froide, tensions géopolitiques. Donc ces trois pays ils ont des approches différentes. La Finlande et la Suisse, c'est plutôt une stratégie globale de sécurisation des approvisionnements stratégiques qui est mise en place. Donc pas uniquement les approvisionnements alimentaires, mais l'alimentation en fait bien sûr partie. Stratégie qui est gérée soit par une agence comme en Finlande, la NESA, soit en Suisse directement par l'État avec la mise en place d'un office fédéral qui gère les approvisionnements. Et en Allemagne, on a plutôt une stratégie qui est spécifiquement axée sur la prévention aux urgences alimentaires. Donc, l'Ernährungsnotfallvorsorge, qui est vraiment concentrée là-dessus et c'est mis en place ici aussi par l'État, avec l'Office fédéral pour l'agriculture et l'alimentation qui est en charge. Donc, c'est des stratégies qui sont définies par un cadre législatif précis. Donc, en Suisse et en Finlande, c'est plutôt des lois générales sur l'approvisionnement économique du pays. Et en Allemagne, une loi sur la sécurité et la prévention alimentaire qui date de 2017 suite à des réformes précédentes. Les réserves stratégiques d'État, elles tiennent vraiment une place centrale dans ces stratégies. Donc, quand on parle de réserves ici d'État, c'est majoritairement des produits agricoles, que ce soit des réserves de céréales, de riz, légumineuses, aussi du lait condensé et de l'huile, du sucre pour la Suisse. C'est des stocks qui sont soit conservés physiquement dans des entrepôts qui sont répartis sur le territoire et gérés par des entreprises. Donc, c'est le cas de la Suisse et de l'Allemagne. Donc, évidemment, des entrepôts dont la localisation est tenue secret, mais qui sont répartis. Soit des stocks qui vont être dématérialisés. Donc, c'est-à-dire que l'État passe un contrat avec les fournisseurs qui réservent les denrées alimentaires et qui les fournit en cas de crise au prix qui a été fourni dans le contrat. Donc, ça, c'est le cas de la Finlande.
En tout cas, dans tous les cas, on voit le rôle majeur qui est joué par le secteur privé, hein, donc ça ne pourrait pas se faire sans le secteur privé, mais c'est bien l'État qui reste propriétaire des réserves et c'est l'État qui décide en fait quand est-ce qu'on va libérer les réserves, comment est-ce qu'on les répartit. Enfin, c'est quand même l'État qui coordonne, hein, toute la stratégie. Alors, ce qui est intéressant à citer aussi pour ces trois pays, c'est vraiment le rôle très important de l'échelle locale des territoires. Alors, évidemment, l'Allemagne et la Suisse, il y a quand même des particularités puisque ce sont des États fédéraux, donc il y a beaucoup plus d'autonomie, hein, au niveau des territoires, des Länder ou des cantons. Mais en tout cas, dans les deux pays, il y a vraiment des responsables qui sont donc responsables à la préparation aux urgences alimentaires en Allemagne, délégués cantonaux à l'approvisionnement en Suisse, qui sont désignés. Ils sont listés sur les sites internet des régions avec leurs coordonnées. Ils sont facilement identifiables par les citoyens. Et puis, c'est eux qui coordonnent la stratégie au niveau local en cas de crise. En Allemagne, en Finlande, les communes aussi jouent un jeu très important. Et les échelons locaux sont aussi en charge de la préparation des populations, de leur acculturation au risque. Donc, c'est-à-dire que les citoyens sont aussi, eux, encouragés à constituer des stocks, donc des réserves domestiques, voilà, sur lesquelles Dorian a fait sa thèse majoritairement. Et donc, il y a des brochures qui sont mises en place à destination des citoyens pour leur expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des stocks, comment constituer des réserves pour 48, 72 heures, voilà. Et donc ça, c'est encore une fois coordonné par les régions. Donc, on voit que certains États européens envisagent encore le stockage comme un instrument de sécurité alimentaire et qui anticipent des potentiels risques pesant sur l'approvisionnement, mais qu'en est-il de la France? Alors, nous, on a fait un constat avec le projet Atlas 2, donc qui a commencé en 2020 après la crise du Covid, mais c'était que effectivement, si le secteur alimentaire s'était bien défini comme un enjeu stratégique en France, puisqu'il est inscrit dans le Code de la défense, pour autant, cet enjeu-là, il ne se traduit pas dans des dispositifs spécifiques nationaux. Et donc, on a constaté une faible prise en compte de ce sujet-là, de la sécurisation des approvisionnements, et puis du risque qui pesait sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Malgré une prise de conscience progressive quand même depuis la crise du Covid, la guerre en Ukraine évidemment. Mais en tout cas, on voit, comme le rappelait la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2022, qu'il n'existe pas de stratégie nationale de sécurisation des approvisionnements alimentaires, ni de service qui est consacré à cette fonction. Pour autant, il y a d'autres risques en France, d'autres risques alimentaires qui sont pris en compte, comme par exemple les risques sanitaires, le risque d'actions malveillantes, criminelles ou terroristes sur les chaînes alimentaires. C'est des risques qui sont intégrés dans des plans nationaux, locaux, etc. Et c'est des risques qui ont été pris en compte à la suite de perturbations, comme par exemple la crise de la vache folle, etc. Et donc, ça nous a amené avec Dorian à mener une analyse, justement, sur 5 perturbations, 5 événements qui ont impacté de manière directe ou indirecte les approvisionnements alimentaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'objectif de ce travail, c'était de voir si, même si on sait qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui a été mis en place, mais est-ce que ces événements ont pu conduire à une prise de conscience, voire à la mise en place, voilà, de mesures organisationnelles ou juridiques par les pouvoirs publics en France à ce moment-là, comme ça a été le cas dans d'autres pays, en Suisse ou en Allemagne, voilà. Et donc la conclusion de cette étude, donc, vous avez ici la liste, hein, des différents événements qu'on a pris en compte. On a essayé de prendre des événements vraiment variés. Mais la conclusion, c'est malgré des perturbations de nature très différentes, en France, on constate qu'il y a toujours une faible anticipation des ruptures alimentaires par les pouvoirs publics. Donc vraiment, la pénurie, ça apparaît vraiment comme un impensé, hein. Il y a une faible prise de conscience des vulnérabilités qui pèsent sur la chaîne alimentaire en cas de crise. Il y a très peu de plans qui sont mentionnés ou de mesures qui existent sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour sécuriser les approvisionnements alimentaires. Le seul plan qui est revenu, qui paraît intéressant, c'est le plan de pandémie grippale de 2009, où justement là, la question de l'alimentation était clairement mentionnée, mais c'est un plan qui depuis a été abandonné, qui n'a pas du tout été mobilisé, par exemple pendant le Covid. Les rares mesures qu'on trouve, elles concernent avant tout le secteur privé. En cas de crise, on voit que vraiment la stratégie qui ressort le plus, c'est de toute façon, on pourra importer et puis la production nationale est assez importante. Et évidemment, il n'y a pas non plus de mention du stockage. Donc voilà un petit peu ce qu'on a trouvé.
Et donc, je rajoute, à ce que Amélie vient de dire, un élément qui était on a retrouvé une autre proposition, supplémentaire qui avait été formulée en 2020 par le Haut Commissariat au Plan, qui à l'époque était dirigé par François Bayrou et qui proposait de développer des plans de mobilisation par filière, et qui pourraient reposer sur des stocks, et notamment pour des produits d'importance vitale, dont les stocks alimentaires. Donc, voilà, on avait trouvé ça, après notre étude. Et donc, pour, prendre la suite, d'Amélie, donc si, la France n'a pas été, proactive ces dernières années en comparaison à d'autres pays européens pour, sécuriser l'approvisionnement alimentaire, on a l'impression, qu'elle devra certainement s'adapter en se mettant en conformité avec des cadres européens qui visent à préparer les États à de nouvelles menaces. Et qui se mettent en place, notamment depuis 2020. Donc en effet, on remarque que, le Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont 2 événements qui ont, ouvert la voie à de nouvelles stratégies européennes qui pourraient intégrer la question de la constitution de stocks stratégiques par les États. Et donc là, sur cette slide, on vous présente différents textes et mesures qui, mentionne cette nécessité de préparation. Et donc, en bleu foncé, on indique, des stratégies qui relèvent de la préparation de crise dans différents secteurs, pas uniquement le secteur alimentaire ou agricole, et qui intègrent cette question de sécurisation, mais aussi de ce secteur désormais. Donc, ce sont plutôt des stratégies de défense ou de sécurisation du marché. En bleu clair, on indique les stratégies de gestion de crise qui sont spécifiques au secteur agricole et alimentaire. Et en vert, des politiques agricoles, notamment les politiques de la PAC, qui vont intégrer cette question-là de la sécurisation des approvisionnements a priori dans les prochains programmes. Et donc pour repartir de ce qui a pu se passer à partir de 2020, donc le pacte vert et donc plus précisément la stratégie de la fourche à la fourchette mentionnait, pour la première fois a priori, le besoin de mettre en place un plan d'urgence ou ce qu'on appelle aussi contingency plan, visant à garantir la sécurité alimentaire. Et donc cette stratégie débouche sur la mise en œuvre, de l'EFSCM, pour European Food Security Crisis Preparedness and Response Mechanism, et qui vise, à remédier à des faiblesses en termes de sécurisation des approvisionnements et qui ont été mis en évidence pendant la pandémie du Covid. Et donc, ce mécanisme prend la forme d'un groupe de travail qui a déjà formulé un certain nombre de recommandations et qui sont disponibles en ligne et qu'on invite, à aller consulter. Donc avec, différents rapports qui on peut suivre en fait leurs travaux à travers, différents rapports qui paraissent régulièrement. Et puis concernant les enjeux alimentaires dans des politiques de défense et de sécurisation des marchés, donc depuis décembre 2022, la directive sur la résilience des entités critiques ajoute, le secteur de l'agroalimentaire dans les secteurs critiques. Et donc c'est une, directive qui est en cours de transposition, en France actuellement, là, en ce moment même. Donc avec une avancée, très récente, et d'une proposition de loi qui va découler bientôt. Et puis, plus récemment, donc en avril 2024, le Parlement européen adoptait une résolution pour la mise en œuvre d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence. Et initialement, il était prévu que, d'obliger les États à réaliser, des stocks stratégiques. Donc c'est une mesure qui a pas été conservée, mais en tout cas, les États seront, invités à considérer cette option. Et donc plus tard, il y a eu un rapport donc de Ninisto, sur la stratégie de l'Union européenne pour une union de la préparation, visant à prévenir les menaces et les crises émergentes et à y réagir. Et à la suite de ce rapport, donc il y a eu une European, Stockpiling Strategy qui a été, élaborée et qui donne des ambitions en termes, notamment d'échange d'informations, de transparence et de solidarité entre les États membres et les institutions européennes. Et donc enfin, concernant les politiques agricoles, donc on a indiqué en vert, donc très récemment, en fait, la Commission européenne a fait une proposition de règlement, notamment sur des règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d'urgence et de crise grave. Et dans cette proposition, il est indiqué que les États membres
pourraient établir, donc en tenant compte de leur profil et des risques spécifiques et de leur dispositif institutionnel, ils pourraient établir des plans nationaux de préparation et d'intervention en matière de sécurité alimentaire. Et donc, dans cette proposition de règlement, les stocks stratégiques pourraient y être, encouragés, mais même s'ils resteraient conditionnés par le fait de devoir limiter les risques de distorsion, sur les marchés. Et donc, ce que l'on retient de tout ça, de ces différents dispositifs, c'est que, la sécurisation des approvisionnements dans le secteur agricole et alimentaire semble aujourd'hui être un véritable problème public en Europe et l'analyse que l'on en fait, c'est que, ces différentes stratégies commencent à s'articuler, entre elles. Donc les différents rapports font référence à des instruments qui sont mentionnés dans d'autres, dans les différents secteurs, entre la défense, entre les politiques agricoles et cetera et que, ce mécanisme, que je mentionnais tout à l'heure, donc le FSCM, pourrait peut-être jouer un rôle pivot à ces différentes stratégies et donc c'est un groupe de travail assez actif. Et donc voilà, donc pour conclure, heu, cette analyse qu'on mène avec Amélie, on parle de stock, on voit qu'on a parlé de stock de manière assez générique en introduction, donc même, dans la présentation qu'on a fait pour ce webinaire. Mais en réalité, on parle de différentes formes de stockage qui sont assez distinctes dans leurs fonctions, dans les mécanismes, qui peuvent être mis en œuvre et même dans les volumes qu'ils peuvent représenter. Donc les stocks, qu'on a connus, à la fin des années 80, donc les stocks, d'intervention, de la PAC et les stocks stratégiques qui sont mis en œuvre par les États, sont en fait 2 formes de stocks, complètement différentes. Et puis dans les prochains épisodes, on parlera aussi de d'autres formes encore, qui sont, plus présentes dans les territoires. Donc voilà pour conclure, cette présentation et puis pour clarifier ce terme de stockage. Et donc, à quoi nous sert, ce panorama des évolutions réglementaires à l'échelle européenne? Nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il nous permet d'imaginer de nouveaux instruments en France pour mieux sécuriser les approvisionnements alimentaires. Et donc, on l'a dit précédemment, on est dans un État qui ne dispose pas actuellement de stratégie de sécurisation des approvisionnements qui reposerait sur des mécanismes publics de stockage. Et donc, pour nous, l'objectif de ce webinaire, à travers les différents épisodes, c'est de réussir à réfléchir à la manière dont le stockage pourrait être envisagé dans notre contexte français. Et donc, on commence à poser des premières pistes, donc à travers nos différents travaux, les travaux Atlas, qu'on a mentionnés, les travaux de thèse, qu'on mène toutes les 2 avec Amélie. Mais une qui nous semble intéressante à suivre, est de repartir de l'avis qui avait été formulé par le Comité des régions en 2023, qui est intitulé «Pour préserver la sécurité alimentaire et renforcer nos systèmes alimentaires». Et donc, je me suis dit que je pouvais vous en lire un paragraphe qui avait retenu notre attention à l'époque, donc en 2023. Et donc le Comité des régions relevait que, l'une des menaces les plus prégnantes qui pèsent sur la stabilité de notre approvisionnement en aliments réside dans la concentration de leur production qu'il convient de contrer en se fournissant prioritairement en denrées alimentaires auprès de producteurs locaux. Si en matière de production et de distribution des denrées alimentaires, les pays les plus développés mènent depuis des décennies une coopération appropriée, on a pu constater ces dernières années que la situation politique, tout comme l'occurrence des changements climatiques, de catastrophes naturelles et de pandémies, peuvent de manière soudaine et avec beaucoup de force couper les circuits d'acheminement de ces biens et ainsi priver de vastes territoires de leur approvisionnement, de sorte qu'il est nécessaire d'accroître la résilience alimentaire de ces territoires par une relocalisation de la production et la constitution d'un minimum de stocks privés et publics. Et donc, l'analyse que l'on en fait de ce texte, c'est qu'aujourd'hui, ces 2 sujets que j'ai surlignés, donc qui sont, la relocalisation de la production et à notre sens, de fait, l'ensemble des maillons des systèmes alimentaires et dans un deuxième temps, les stocks qui sont conçus dans une perspective, stratégique, donc qu'ils soient privés ou publics, sont 2 sujets qui sont abordés de manière parallèle. Donc aujourd'hui, nous, on considère qu'il est essentiel de les articuler, notamment en questionnant le rôle des stocks dans les territoires. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille à travers donc nos différents groupes de travail comme Atlas, etc.
Donc je te Eh laisse ben, conclure peut-être, oui. Victor. Merci beaucoup Dorian et Amélie. Donc toute cette présentation, qui est riche, en informations, on s'en rend bien compte. Donc merci beaucoup, Dorian et Amélie d'avoir partagé vos travaux, vos analyses qui ont donc eu lieu dans différents contextes et avec différentes personnes qu'on remercie, par ailleurs, amène, à cette question de la place du stockage à une échelle territoriale dans les stratégies de résilience alimentaire territoriale partout en France. Et donc, on se pose de premières questions, nous, de notre côté, mais c'est un panorama de questions qu'on aimerait aussi approfondir avec vous, soit donner des pistes de réponse, soit agrandir la liste des questions qui se posent. En tout cas, on les a regroupées ici à ce stade-là, avec la question forcément de avec qui on travaille ces questions-là, de stock à une échelle territoriale. On a vu qu'il y avait une importance des acteurs privés, notamment dans les pays qui ont des bulles de stratégie, comme Amélie a pu les appeler, que sont la Finlande, la Suisse et l'Allemagne. Donc, avec qui on peut travailler ces questions, nous, en France. Quels sont les instruments publics qui existent déjà? Donc, on a eu un panorama à l'échelle européenne. En France, on voit qu'il y a des déficits, qu'il y a plusieurs instances qui nous démontrent et nous montrent du doigt ces déficits-là, mais avec qui on va pouvoir, sur quel instrument on va pouvoir s'appuyer pour développer des choses à une échelle nationale ou plus locale. Pour quelle crise on doit se préparer aussi? Ça, c'est une question plutôt d'anticipation. À quoi on doit se préparer? Et du coup, ça conditionne forcément les réponses qu'on va mettre en face. Comment on mobilise les acteurs privés? Ça, c'est très en lien avec la question de avec qui on travaille. Comment s'inspirer des expériences d'autres pays que la France? Donc, on a vu l'importance du travail qu'a pu mener Amélie dans le cadre d'Atlas 2 et qu'elle va pouvoir mener aussi dans le cadre de sa thèse avec une comparaison France-Allemagne. À quelles échelles devons-nous réfléchir et qu'entendons-nous plus globalement par résilience alimentaire territoriale parce qu'en abordant cette question du stockage, on re-questionne aussi ces termes qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui et parfois à tort et à travers. Donc, je laisse maintenant la parole à notre modératrice Charlène, qui a pour lourde tâche d'animer la série de questions-réponses, puisque le but de ces échanges est qu'il y ait des échanges justement. Et donc, on vous laisse discuter. Charlène, à Oui, toi le micro. pas évident. On m'avait demandé de synthétiser les questions. Et à ce stade, il n'y en a qu'une. Néanmoins, avant de prendre la question de Gilles, je crois qu'on était intéressé par avoir le point de vue notamment sur les actualités à l'échelon européen de Frédéric Courleux, qui est parmi les participants. Je réactive le micro pour avoir peut-être une présentation personnelle et un point d'actu et de réaction sur ce que tu dis. Oui, merci, merci pour la sollicitation et merci pour, l'exposé. C'est très bien, c'est, à la fois complet et didactique. Quelques points un peu à la volée à soumettre à la discussion et pour aussi faire état de quelques expériences sur le sujet. Donc, je travaille en ce moment au Parlement européen, en tant qu'assistant conseiller sur les sujets agricoles pour un député français, Éric Sergi-Accomo, et ensuite très près ces sujets de stockage stratégique et comme l'a dit Dorian, effectivement, on est très content de voir que la Commission européenne, en juillet dernier, a fait des propositions assez ambitieuses sur, la question du stockage stratégique et qui va sûrement permettre en France de faire lever, ce tabou, des stocks, tabou qui est nettement moins présent dans d'autres pays. Vous avez cité à juste titre la Finlande ou la Suisse. Il y avait encore ce matin même au parlement, une conférence sur le sujet à l'invitation d'un député, finlandais. Donc c'est un sujet tout à fait d'actualité, pour nous et bravo pour cette, infographie là, hein, le cheminement, c'est parfait. Je pense que vous avez rien oublié. Alors à la volée, comme je vous l'ai promis, je pense que sur la question des stocks et notamment au tout début, Isabella Weber, hein, l'économiste, très en pointe sur les questions d'inflation, a fait des choses tout à fait intéressantes sur les politiques de stockage en Chine, stockage agricole en Chine qui viennent, compléter notamment ce qu'a fait Peter Timmer,
qui est un économiste qui s'est beaucoup intéressé à ces sujets-là, surtout dans les pays en voie de développement. J'ai bien aimé l'expression du traumatisme européen sur les stocks, il me semble l'avoir déjà aussi employé. Et effectivement, la pénurie est un impensé, je valide aussi. Hem, je pense que voilà, et je l'avais montré dans un papier, que j'avais fait en 2016, à propos de la Chine, mais pas seulement, qui s'appelait «La Chine stocker en dernier ressort». En fait, l'Europe a pas été, complètement en pointe sur les sujets de stockage dans les années 80. Les États-Unis stockaient beaucoup plus. Nous, en Europe, on a toujours été plutôt assez opportunistes et en dégageant le plus vite possible, nos stocks. Et avec une difficulté, comme il a été dit, de mettre en place des outils de régulation pour, gérer notre surproduction par nous-mêmes plutôt que de l'évacuer via des subventions à l'exportation. C'était ça la deuxième voie, hein, un peu, on a préféré la première, celle de la dérégulation. On voit 30 ans après que c'est plutôt un échec. 2 autres points, et je ferai court. Dans les sous-sols du ministère de l'Agriculture jusqu'en 2008-2009, il y avait des tickets de rationnement. Voilà, je vous livre ça, j'y étais. Alors je sais pas, moi je les ai jamais vus, mais on m'a dit que ça avait vraiment la tête de tickets de rationnement des années 50, donc c'était pas beau à voir, et ils les ont vidés en 2008-2009. Depuis, je sais pas effectivement trop ce que le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, cherche à engager sur le sujet des stocks stratégiques, mais il va falloir effectivement que, on mette en œuvre, cette notion de souveraineté alimentaire aussi à Paris. Sur les différents éléments sur le calendrier, français, je pense qu'il faut rappeler en 2019 le rapport de la sénatrice Laborde, à l'initiative de Stéphane Linou. Ça fait partie juste avant le Covid, ça fait partie des rapports assez prémonitoires sur le sujet. Et puis, parce que j'ai aussi une casquette d'économiste, il est important d'avoir en tête pour expliciter ce traumatisme européen et cette idéologie anti-stock, 2 choses. D'une, la théorie du stockage compétitif, le stockage compétitif de Brian Wright, qui fait encore florès, y compris à l'INRAE, où on cherche à croire ou à faire croire que s'il n'y avait plus de régulation publique sur les marchés, il y aurait des stockeurs privés qui stabiliseraient les marchés parce que, étant omniscients, ils achèteraient, quand les prix sont bas pour revendre quand les prix sont hauts et vice versa. Heu, ils revendraient leur stock quand les prix seront hauts parce qu'ils sauraient, bien évidemment, que les prix ne pourront pas monter plus, et donc ainsi assurer une fonction de stabilisation. C'est une vue de l'esprit complète. Les acteurs privés, quand les prix s'envolent, ont toujours intérêt à continuer à garder leur stock, et inversement, quand les prix sont bas, il y a personne pour, porter des stocks qui ont effectivement un coût et j'en finirai là-dessus, qui ont un coût. Le stockage a un coût, faut pas le nier. Par contre, il faut le rapprocher à une réalité qui est celle du coût de l'absence de stock, et le coût d'absence de stock, est, vertigineux, et il faut encourager les économistes à avoir comme autre hypothèse que celle d'un marché, laissé à lui-même qui assurerait tout seul la fonction de stabilisation. Nous, on a besoin de stock, c'est la base de la sécurité alimentaire, c'est l'attribut phare de, la souveraineté alimentaire. Il faut remettre le grenier au milieu du village, partout, à tous les niveaux. C'est l'institution première de, la sédentarisation de l'homme il y a 10 000 ans. C'est la première chose qu'on a réussi à gérer en commun, c'est le grenier au milieu du village. Il est temps de s'en rappeler, et en tout cas merci pour tout ce que vous faites du côté, d'Atlas, de Teralim, à suivre à la fois l'actualité, être vecteur de ces informations-là. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour cet éclairage. Du coup, les questions qui émergent, je pense, réagissent pas mal à ce qui a été dit en termes heu, de tabou. Je reprends ce terme-là, le tabou français autour du stockage. Il y a 2 questions qui vont un peu dans le sens de se regarder le nombril français. Gilles Maréchal qui demande: «Est-ce que la citation», donc je pense que là, c'est la citation du comité des régions que Dorian tu avais présentée. Est-ce que, ça va dans le sens de la constitution
de stocks décentralisés en France, donc. Et la question de Catherine Darrow, plutôt sur comment expliquer finalement ce tabou. Alors, il y a une partie de la réponse, je pense, qui a été dit en fin d'intervention par Frédéric sur des croyances économiques. Je vais le reformuler comme ça. Mais donc, la question, c'est comment expliquer les disparités de stratégie, en particulier le retard relatif français dans la mise à l'agenda des enjeux du stockage. Et en particulier, peut-on identifier des résistances liées à des objectifs publics ou privés contemporains qui seraient incompatibles avec les stratégies de stockage? Je laisse nos intervenants réagir aux questions. Moi, je veux bien réagir à la question de Gilles, ça va être très rapide. Et non, justement, la citation, elle n'est pas dans ce sens-là, de la constitution de stocks décentralisés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pose cette question-là, de savoir comment est-ce qu'on peut recréer des synergies entre ces deux sujets-là, qui vont de pair et effectivement, qui vont dans le sens, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Frédéric, et puis ce que je vois aussi dans les commentaires, dans le sens des travaux de Stéphane Lignoux aussi, et puis de manière très générale des travaux d'Atlas 2. Et donc nous, on s'intéresse à la manière dont effectivement on peut rassembler ces deux sujets. Et puis pour la deuxième question, je laisse peut-être Amélie y répondre, puisque c'est justement tout l'objet de ces travaux de thèse, il me semble, de voir comment, à travers une comparaison France-Allemagne, on peut voir ces différences de stratégie. Oui, bah, tout à fait. Bah oui, ça va être vraiment l'objet de ma thèse, justement. C'est parti un petit peu là de cette volonté de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on pouvait. Maintenant, on a un peu le constat qu'on nous a présenté là, on sait un petit peu la situation, mais de comprendre, justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ces disparités nationales. Donc, moi, je me concentre sur voilà, la France et l'Allemagne. Donc, la volonté d'avoir un retour historique pour justement comprendre, voilà, maintenant le constat, la situation où on en est. Donc, j'en suis que au début de ma thèse, donc j'ai pas encore de choses à vous présenter. Mais en tout cas, moi, j'ai plusieurs hypothèses que j'expose et que ça peut être, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, cette question est-ce que justement le fait d'avoir une sorte de mémoire collective de la pénurie, des crises alimentaires, d'avoir vécu plusieurs situations, que ce soit entre-deux-guerres, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, est-ce que cette période ont pu marquer plus les esprits? La question aussi de la perception de sa propre vulnérabilité en tant qu'État, de la vulnérabilité de sa population, qui a été assez marquée justement en Allemagne, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la guerre froide, où l'État, enfin comment dire l'État, évidemment l'Allemagne de l'Ouest, je vais me concentrer là-dessus au début pour la thèse, mais en tout cas qui était beaucoup plus vulnérable dans ce contexte-là géopolitique-là. Le positionnement géographique aussi, voilà, Allemagne, État central en Europe, ce qui fait que si jamais il y a une crise, s'il se passe quelque chose, forcément, il y a des personnes voilà, qui vont transiter sur le territoire, que ce soit des armées, des personnes qui peuvent être réfugiées. Et puis les questions aussi de, voilà, comme je disais, cette perception en France, le fait qu'on ait cette sorte de mythe d'État, comment dire, de puissance D'accord. agricole et l'idée que bah, de toute manière, ce qu'on disait, la pénurie est un non-pensé et que de toute manière, l'État pourra nourrir sa population, que l'approvisionnement il est assuré, voilà, mais qui en fait sont basés sur vraiment des perceptions et pas forcément une réalité, mais en tout cas, c'est des choses à creuser. Et ce que disait Catherine aussi, j'aimerais plus creuser aussi de manière plus fine, de pouvoir analyser les rapports un petit peu de force internes et cette question notamment voilà, des acteurs privés, des intérêts privés, je pense que c'est aussi clé. Donc voilà, pas encore de réponse, mais plusieurs pistes. Merci Amélie. Je vous proposerai volontiers. Ah non, il y a une nouvelle question, pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi. Euh, Question de Baptiste Gardin de Lidry. Comment les stocks sont-ils mobilisés dans les pays qui sont cités en exemple? Et du coup, avez-vous des exemples de types de crises ou d'événements spécifiques qui ont conduit à leur mobilisation? Avant de revenir au cas. Alors, je peux répondre rapidement. Alors, comment les stocks sont-ils mobilisés? Alors, je me semble, pour l'Allemagne, je suis sûre, mais il me semble aussi pour la Suisse et la Finlande que ces n'ont jamais été encore mobilisés. Alors, en Allemagne, il y avait des situations, il y a pu y avoir des situations, mais vraiment à l'échelle
locales par exemple, de situations d'inondation ou autre, où la stratégie a un peu été très mobilisée. Voilà, les acteurs locaux ont été mobilisés, mais il n'y avait pas eu besoin de faire vraiment d'avoir recours aux stocks nationaux. Mais en tout cas, c'est pensé pour. Et puis il y a des réflexions actuelles pour faire un petit peu évoluer ces stocks. Mais l'idée, c'est d'avoir. Alors j'avais noté exactement pour ne pas me tromper. Euh, D'avoir stockage en cas de rupture allant jusqu'à 1 mois d'approvisionnement de la population. Et là, ils sont en train de réfléchir actuellement l'Allemagne à stocker des repas en fait tout prêts déjà à base de lentilles, de pois, de riz, voilà, de légumineuses pour pouvoir en 48 heures approvisionner la population en mobilisant notamment les espaces de restauration collective, de cantines, etc. Et le but, c'est ici, ça permettrait de nourrir 10% de la population sur 90 jours. Voilà. Et donc, c'est l'État en fait qui décide. Enfin, les territoires peuvent faire la demande quand ils le sentent que c'est nécessaire, font la demande, c'est l'État qui valide oui ou non. Et ensuite, voilà, les réserves sont libérées sur les territoires et sont distribuées par le biais notamment de l'armée. Et puis les associations locales sont aussi associées, la Croix-Rouge, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un petit peu comme ça dans l'idée que ça devrait se passer. Ça n'a pas encore été mobilisé encore. Voilà. Par contre, il y a d'autres États en Europe, notamment au moment de la guerre en Ukraine. Alors, je ne sais plus exactement si c'était la Roumanie ou la Bulgarie, mais il y a des États qui ont pu fournir et libérer des réserves à ce moment-là. Merci Amélie. Il y a des commentaires, enfin des hypothèses du coup sur toujours quoi le tabou, pourquoi la spécificité française. Gilles Maréchal et Catherine Darrow proposent des pistes en lien avec la cogestion ou la vocation française à nourrir le monde. Il y a des questions intéressantes qui arrivent, et notamment dans les participants, on a un certain nombre de personnes qui sont dans des collectivités, des différentes échelles, communautés de communes, métropole, région. Et du coup, la question est posée par la Comcom Erdre-et-Gèvres. Quelle est l'échelle la plus pertinente pour établir les stocks? On a parlé des régions. Est-ce le bon échelon? Donc, est-ce le bon échelon en France? Ça anticipe un peu sur nos prochains épisodes, mais on peut peut-être ouvrir ce débat-là. Et déjà, on va parler de ça et puis on reparlera du coup de la question suivante, si vous voulez. Je veux bien prendre la parole là-dessus, mais je pourrais laisser des collègues compléter soit dans le chat, soit directement. C'est une question qui nous anime tous de savoir quelle serait la bonne échelle pour constituer des stocks. Aujourd'hui, les stocks sont gérés par des entreprises privées. Les organismes stockeurs sont en réalité dispatchés un peu partout sur les territoires, sur le territoire français. Et s'il devait y avoir des stocks stratégiques, tout est une question d'échelle aussi. En réalité, on doit réfléchir à différentes échelles de temps, à différentes échelles d'espace. Ce qu'on voit, c'est que la gestion de la crise, elle se passe au plus près des populations. Donc, quand c'est face à une catastrophe, la plupart des catastrophes auxquelles l'État pourrait être confronté, il faut pouvoir réagir très vite et donc avoir des systèmes d'organisation vraiment au plus près des habitants, donc dans les territoires. Après, s'il devait y avoir des stocks stratégiques nationaux, sans doute que une répartition au niveau régional pourrait être utile. Moi, je ne saurais pas encore du tout travailler là-dessus. Mais par contre, la question, et la question qu'on cherche à poser aussi à travers cet épisode et qu'on va développer dans les prochains épisodes, comme l'a dit Charlène, en fait, c'est vraiment le rôle des collectivités territoriales, donc des communautés de communes, des communes, qui aujourd'hui sont déjà en charge de la mise en œuvre de certains instruments donc de gestion de crise, donc comme les plans communaux de sauvegarde, et donc de savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces instruments sur les questions alimentaires. Et donc c'est des choses qui ont effectivement bougé très récemment, euh, avec cette prise en compte du risque de rupture dans les territoires et sans doute des perspectives à développer dans ce sens-là. Merci Dorian. Et je pense que là, on repart du côté des États qui ont des politiques sur la question des coûts, de combien ça leur coûte Ouais. Alors, de j'étais en créer. train de chercher. Ouais.
Pardon, Charlène. Je suis en train de chercher les données précises. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je vais essayer de les retrouver. Mais en tout cas, je sais que c'est dans la plupart des pays, c'est quand même des coûts assez importants, mais c'est répercuté, c'est financé majoritairement par les impôts. Et je crois que, enfin, comment dire, la manière dont c'est répercuté sur l'ensemble de la population, au final, à l'échelle individuelle, c'est pas un montant qui est si important que ça. Voilà. Mais j'essaie de trouver les informations précises. Je les ai quelque part. La question complémentaire, c'est qui sont les organismes stockeurs? Tu l'as un petit peu évoqué dans ta présentation, mais qui sont Ouais. les organismes stockeurs? Est-ce que ce sont les coopératives agricoles? Alors oui, en partie. Euh, Alors pour les pays étrangers ou en France aussi? Parce J'avais qu'en France, Dorian, tu auras plus de... Bah, en France, effectivement, ça peut être donc c'est des organismes qui sont comment on dit reconnus par l'État et ça peut être des coopératives agricoles notamment, oui. Donc ça peut être des industries, mais ça peut être aussi des coopératives. Il y Ouais. Et à a l'étranger, c'est un mix, je pense. Ouais. Mm. Il y a une question de Gilles. Je ne suis pas sûre de comprendre la question de Gilles. Je vous la lis. En l'occurrence, y aurait-il dissociation entre capacité financière pour constituer des stocks et capacité gestionnaire pour les maintenir? En rapport avec la question de l'échelle. Je pense que c'est un peu ce que tu décrivais, Amélie, dans d'autres pays où Est-ce c'est que Gilles, tu veux la nous concurrence. l'expliquer Ce ne seraient pas les mêmes échelons qui devraient assurer Ouais. Ben les voilà, deux missions, en fait. c'est une interrogation hein, parce que avoir la capacité financière de constituer des stocks, ça réclame sans doute un échelon géographique relativement vaste pour avoir un budget suffisant. Euh, voilà, mais gérer ces stocks au quotidien, des stocks qui bien entendu vieillissent, passent, etc., ça demande quand même une attention de proximité. Comment est-ce qu'on peut Mhm. s'en tirer entre ces deux tendances contradictoires là un peu? Oui, parce qu'en plus, les pays que je citais, que ce soit la Suisse ou l'Allemagne, donc c'est des États fédéraux. Donc en fait, les régions ont beaucoup plus de poids, ont leur propre budget, etc. Donc j'imagine que là, on a une répartition aussi différente qui facilite cette gestion, ce qui est pas forcément le cas de la France, justement. Il y a Juliette de la région Hauts-de-France qui dit que ce serait intéressant d'avoir une vision associant tous les échelons des filières de l'amont à l'aval, intrants, industrie agroalimentaire, distributeurs. Donc là, on parle aussi évidemment des acteurs privés qui sont présents dans les participants aujourd'hui, mais que cette vision manque. Alors, est-ce qu'elle existe? Est-ce que quelqu'un l'a? Une bonne question. Donc je la relis en même temps. Effectivement, en fait, même au niveau européen, la question se pose de savoir donc d'identifier les organismes d'importance vitale et enfin et tous les organismes qui sont nécessaires pour maintenir l'approvisionnement. Donc là, en l'occurrence dans le secteur agricole et alimentaire. Mais dans ces cas-là, donc les intrants, enfin tout l'ensemble de la filière est reconnu pour sécuriser les approvisionnements. Donc en tout cas, au niveau de l'Europe, c'est une question qui se pose. Ça, c'est sûr. Question d'Éric Ducoudray. Alors, question sur le travail de thèse. Je pense que c'est la thèse d'Amélie. Sur la question de l'appro. Du coup, pour constituer des stocks, il faut bien sûr des produits à stocker, plus ou moins transformés. Votre thèse portera-t-elle sur ce volet appro? Alors, euh, oui, alors, je ne sais pas si ça portera forcément là-dessus, parce qu'en fait, je vais plus essayer de comprendre justement le contexte qui a permis ou non que ces stratégies soient mises en place, mais je ne vais pas forcément détailler les stratégies, ou alors c'est pas non plus une thèse qui vise à, comment dire, à montrer si cette stratégie est efficace ou non, ou à voilà, la détailler dans les différentes phases, même si ça serait importante. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui que, effectivement, quand les États s'interrogent, en tout cas dans le cas de l'Allemagne, s'interrogent sur comment faire évoluer leur stratégie. Il y a la question de l'approvisionnement qui évidemment est est à prendre en compte. Et je crois que c'était notamment pour les produits
céréaliers, parce que je parlais qu'ils ont envie de, comment dire, de stocker des produits finis, on va dire, des repas, mais l'objectif, c'est aussi d'augmenter les stocks de céréales notamment. Et donc là, bah, forcément, il se posait aussi la question de l'approvisionnement, oui. Il nous reste quelques minutes. On ne va pas vous prendre plus de temps et on vous invitera à venir participer aux prochains épisodes. Il y avait des commentaires de Stéphane qui indiquaient qu'effectivement, il y a quand même une croyance générale dans le fait que c'est sûr, l'État a des stocks et que donc, les élus sont complètement déboussolés à l'idée que, en fait, non. Et une question de Catherine qui revient sur la stratégie qui repose sur l'encouragement de constitution de stocks privés domestiques d'urgence. Et est-ce qu'il y a des situations où ce stockage privé de petite échelle constitue le levier principal? Euh, Peut-être que là, c'est typiquement le genre de réponse qu'on peut faire à deux voix avec Amélie. C'est pas facile de savoir si ce serait le levier principal. C'est souvent une stratégie qui est complémentaire à d'autres stratégies. Mais dans des États où il y a justement une forte culture du risque, le fait de préparer les citoyens devient un levier presque évident aussi. Donc, dans ces cultures où, typiquement en Finlande ou en Suisse même, en fait, c'est tout le monde dont les citoyens sont censés contribuer à cette sécurisation des approvisionnements. Et donc ça prend plus ou moins de place. On sait qu'en Suisse, il y a même carrément des bunkers, hein, chez les individus et ils ont mis en place l'année dernière un calculateur pour savoir, en gros sensibiliser les personnes, mais pour dire combien est-ce qu'un foyer devrait stocker d'alimentation, donc voilà, donc c'est un calculateur qu'on peut retrouver en ligne et qui est une nouvelle forme de sensibilisation, des citoyens, pour, des stocks privés. Ouais, et Et pour compléter, ouais, pardon, t'as fini. si, vas-y, vas-y. Pour compléter, oui, effectivement. Alors, par contre, ça pose aussi une autre question parce que, comme disait Dorian, on va vraiment compter sur les citoyens, mais c'est-à-dire qu'on va les responsabiliser, mais on va aussi transférer une partie de la responsabilité de l'État aussi aux citoyens. Et c'est aussi une critique. Enfin, il y a quelques travaux là-dessus sur notamment l'Allemagne et un petit peu des critiques des fois qui vont porter sur est-ce que justement on transfère pas la responsabilité de l'approvisionnement et aux citoyens en insistant trop sur ce stockage domestique-là. Je pense que c'est des choses que, Dorian, tu traites aussi dans ta thèse, parce qu'effectivement, en Suisse, en Allemagne notamment, c'est vraiment voilà, indiqué comme un levier, mais on va vraiment, comment dire, la manière dont les choses sont tournées, il faut vraiment comprendre aux gens qu'en fait, ça dépend aussi d'eux. Donc, ils sont vraiment responsables et intégrés dans cette stratégie-là. Et il nous reste 30 secondes pour répondre peut-être à Angèle sur existe-t-il des espaces de discussion pour les collectivités volontaires pour établir des stocks locaux? Avez-vous connaissance de collectivités proactives sur cette question? Alors, merci pour la question. C'est un peu l'objet, c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui en fait. Et c'est une recherche qu'on a commencé à faire il y a déjà un moment dans le cadre du travail de la thèse de Dorian. Et il n'y a pas, enfin, je vous laisserai compléter, mais à ce stade, on n'a pas trouvé un endroit justement où discuter de ça entre échelons de collectivités territoriales intéressées par le sujet. On se trompe peut-être, et si vous le connaissez ou vous le trouvez, renseignez-nous, mais c'est un peu le sens de cette trilogie de webinaires. Dorian. Oui, effectivement, en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire rencontrer différents types d'acteurs, en tout cas nous de présenter les choses et puis, on tenait à ce qu'il y ait ce temps d'échange d'une demi-heure pour, que des acteurs puissent aussi, présenter leurs problématiques et puis, ça portera davantage encore sur, les collectivités territoriales dans les prochains épisodes et d'ici là, en fait, nous, si on peut capitaliser sur, des besoins, sur des réflexions, qui sont menées au sein de certaines collectivités, on est évidemment, preneur et quitte à en créer un groupe de travail, ou en tout cas de réussir à mettre en contact des collectivités intéressées par ces questions. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on peut faire le mot de la fin. On avait dit 14h, il est 14h. Et effectivement, ça nous a ouvert la voie. Merci Angèle pour cette question. Vers le deuxième épisode, vous aurez la date et le lien très prochainement, ainsi que les intervenantes. On est en train de travailler là-dessus. Et ça sera un épisode qui sera beaucoup plus tourné vers l'échelon territorial. Donc,
donc ça veut tout et rien dire, mais on sera beaucoup plus à l'intérieur de nos territoires français, avec des Français ou pas d'ailleurs, on est en train de réfléchir, mais en tout cas à l'intérieur de territoire pour essayer d'avoir des témoignages de vécu de crise et de voir si effectivement il y a des stratégies qui sont mises en place à ces échelons-là. Donc on vous retrouvera toutes et tous avec grand plaisir pour la suite de cette série d'épisodes. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup.